On dit que certaines vérités sont trop lourdes à porter seules. J'ai porté la mienne pendant 50 ans. Vous connaissez ce sentiment quand on se retrouve devant un miroir, à essayer une robe qui coûte plus cher que son budget mensuel de course, et que soudain, on a à nouveau 17 ans? C'est là que commence cette histoire. Moi, à 72 ans, en train de remonter une robe en soie argentée pendant que ma fille s'affaire avec des fleurs dans la pièce d'Ag sans grave côté, préparant ce que tout le monde appelle la célébration d'une vie. 50 ans de mariage. Noces d'or. Le genre d'événement marquant qui oblige les gens à s'arrêter et à se demander quels secrets unissent deux personnes pendant un demi-siècle. Si seulement ils savaient. Le miroir ne ment pas, même quand je le voudrais. Ses mains, tachées par l'âge et chargées d'alliances, ont touché des milliers d'assiettes, plié d'innombrables brassées de linge, essuyé des larmes que personne d'autre n'avait le droit de voir. La femme qui me regarde a appris à sourire sur commande, à hocher la tête au bon moment, à garder le dos droit même quand son cœur est brisé. Maman, tu es magnifique, m'appelle Margot depuis la cuisine, sa voix chargée de ce mélange d'amour et de stress propre aux filles. Elle prépare cette fête depuis des mois, insistant sur la nécessité de la célébrer dignement. 50 ans, répète-t-elle sans cesse, comme si ce chiffre était magique. Je lisse la robe sur mes hanches et pense aux chiffres. 50 ans. 18 250 jours. Combien de ces jours ai-je passé à me demander si c'était la vie que j'étais censé vivre? Le flacon de parfum sur ma commode reflète la lumière de l'après-midi qui filtre à travers les fenêtres. L'air du temps. Je le porte depuis mes 22 ans, le jour de mon mariage. Un parfum de fleurs blanches et de rêves brisés. Je m'envaporise sur les poignets, et soudain, je me retrouve dans ma chambre d'enfant, ma sœur Claire m'aidant à enfiler mon voile. « Tu n'es pas obligée de faire ça », avait-elle murmuré, les mains tremblantes en ajustant la dentelle. On pourrait s'enfuir. Juste toutes les deux. Repartir de zéro. Mais je devais le faire. Parce qu'elle était enceinte de l'enfant de mon fiancé, que nos parents avaient déjà envoyé les invitations, et que quelqu'un devait sauver ce qui restait de la réputation de notre famille. Quelqu'un devait être la bonne fille. La cuisine est l'endroit où j'ai passé la majeure partie de ma vie de couple. À remuer les casseroles, à pétrir la pâte, à regarder la vapeur s'élever d'innombrables tasses de café partagées dans un silence prudent. Aujourd'hui, je prépare du coq au vin, le préféré d'Henri. Le vin mijote, emplissant l'air de riches et sombres promesses. C'est dans cette même cuisine que j'ai appris à cuisiner pour un homme qui ne me demandait jamais mes recettes. Où je préparais les repas scolaires pour des enfants qui pensaient que leurs parents étaient parfaitement heureux. Où je me tenais devant l'évier, à faire la vaisselle et à regarder mon reflet se fragmenter dans l'eau savonneuse, me demandant si quelqu'un remarquerait si je disparaissais. Mais je n'ai jamais disparu. J'ai planté des racines. Des racines profondes et tenaces qui m'ont ancré à cette vie, à cet homme, à ce beau mensonge que nous vivons. Le téléphone sonne. C'est Margot qui appelle depuis la salle. « Maman, j'ai du nouveau. » Sa voix est tendue, maîtrisée. Tante Claire arrive. Mes mains s'immobilisent. La cuillère en bois flotte au-dessus du pot, dégoulinant de vin comme du sang. « Que as-tu dit ?» Elle a appelé ce matin. Elle arrive de Marseille. Elle veut être là pour ton anniversaire. 15 ans. 15 ans que je n'ai pas vu le visage de ma sœur, entendu sa voix, ressenti cette douleur particulière qui accompagne l'amour de quelqu'un qui a détruit tout ce qu'on croyait savoir de sa propre vie. « Maman, tu es toujours là ?» « Oui, » je murmure. « Je suis là. » Mais je n'y suis plus. J'ai de nouveau 21 ans, debout dans le gymnase de notre ancien lycée, regardant Henri rire à une remarque de Claire. Le regardant la regarder comme il ne m'a jamais regardé. Mon avenir se réorganise autour d'un amour qui n'a jamais été le mien. Je raccroche le téléphone et sors dans le jardin. C'est ici que je vais quand la maison me paraît trop petite pour tous les secrets qu'elle recèle. Les rosiers fleurissent, leur parfum lourd et suave embaume l'air de fin d'après-midi. Je les ai plantés l'année suivant la naissance de notre premier enfant, quand j'ai enfin compris que l'amour peut prendre de multiples formes. Il y a l'amour qu'on éprouve pour un homme qui fait battre notre cœur. L'amour qu'on éprouve pour les enfants qui nous appellent maman. L'amour qu'on éprouve pour la vie qu'on a construite, brique par brique, même si les fondations étaient fissurées dès le départ. Et puis il y a l'amour qu'on éprouve pour soi-même quand on cesse enfin de s'excuser pour des choix qu'on n'a pas faits. J'étête les rosiers, mes doigts travaillant machinalement.
Chaque fleur fanée tombe au sol, laissant la place à de nouvelles pousses. La métaphore ne m'échappe pas. À 72 ans, j'apprends enfin à laisser les choses mortes s'en aller. Le jardin se souvient de tout. Il se souvient des disputes qui se déroulaient à huis clos, des larmes qui arrosaient la terre, des rires qui résonnaient sur les murs de pierre lors des fêtes d'anniversaire et des réunions de famille. Il se souvient du jour où j'ai planté le lilas, espérant que ses fleurs violettes rendraient tout beau à nouveau. Le lilas où Henri m'a demandé en mariage, 3 jours après le départ de Claire. La mémoire est une chose étrange. Elle conserve les moments dans l'ambre, mais elle les modifie aussi, ajoute des couleurs absentes, efface des détails trop douloureux pour être conservés. Pendant 50 ans, je me suis dit que nos fiançailles étaient romantiques. Qu'Henri s'était agenouillé sous le lilas parce qu'il m'aimait, et non parce qu'il n'avait plus d'autre choix. Mais la vérité a le don de trancher avec les plus beaux mensonges. Il m'a demandé en mariage un mardi soir de mars. Je m'en souviens parce que je portais mon cardigan bleu, celui avec les boutons de nacre qui, selon moi, me donnait une allure sophistiquée. Nous nous promenions dans le jardin, et il semblait nerveux, tripotant quelque chose dans sa poche. « Marie, dit-il d'une voix si douce que je faillis ne pas l'entendre. On devrait se marier. Pas, veux-tu m'épouser? Pas, je t'aime. Pas même, je veux passer ma vie avec toi. On devrait se marier. Comme si le mariage était un problème à résoudre, pas une promesse à faire. J'ai dit oui parce que j'avais 21 ans et que je pensais pouvoir l'aimer suffisamment pour nous deux. J'ai dit oui parce que mes parents nous regardaient par la fenêtre de la cuisine et que je voyais le soulagement sur leur visage. J'ai dit oui parce que Claire était partie, et que quelqu'un devait rester. Quelqu'un devait être la bonne fille. La bague appartenait à sa grand-mère. Un simple anneau orné d'un petit diamant qui accrochait la lumière comme une larme. Elle est toujours à mon doigt, après toutes ces années, polie par des décennies passées à faire la vaisselle, à essuyer des larmes et à tenir des enfants qui ignoraient que le mariage de leurs parents était basé sur l'amour. Notre mariage était magnifique. Tout le monde l'a dit. L'église était pleine de fleurs blanches, de musique douce et de gens qui murmuraient à quel point nous étions parfaits ensemble. Quelle chance Henri avait d'épouser une fille si douce et dévouée. Quelle chance j'avais d'épouser un homme si beau et responsable. Personne ne mentionna la chaise vide au 2e rang où ma sœur aurait dû être assise. Je descendis l'allée dans une robe plus chère que ce que mon père avait confectionné en un mois, souriant à des visages qui me regardaient avec des attentes que je savais déjà ne pas pouvoir satisfaire. Le voile était celui de ma mère, ce quelque chose d'emprunté était le collier de ma grand-mère, ce quelque chose de bleu était un ruban noué autour de mon bouquet. Ce quelque chose d'ancien était le mensonge auquel nous faisions tous semblant de croire. Quand Henri me prit la main à l'autel, ses doigts étaient froids. Quand il dit « oui », sa voix était ferme, mais son regard était ailleurs. Quand il m'embrassa, c'était le genre de baiser qu'on donne pour conclure une affaire, pas pour célébrer le début d'une histoire d'amour. La réception eut lieu dans la même salle où nous avions assisté au bal de l'école, où Henri avait invité Claire à danser pour la première fois, où je m'étais tenu contre le mur et les avais regardés bouger ensemble comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre. L'ironie ne m'échappait pas, même à ce moment-là. Je dansais avec mon nouveau mari sur « La vie en rose » et j'essayais de me sentir comme la femme de la chanson, celle qui voit la vie en rose quand elle est amoureuse. Mais les roses me semblaient grises, même dans ma robe de mariée, même entourée de gens qui croyaient assister à un conte de fées. Ce soir-là, dans la chambre d'hôtel que mes parents avaient payée, Henri et moi étions allongés côte à côte dans le noir, sans nous toucher, sans nous parler. Je fixais le plafond et me demandais si Claire regardait la même lune, où qu'elle soit. Je me demandais si elle pensait à nous, au choix qu'elle avait fait, à la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Je me demandais si elle pensait au bébé. On ne parle pas du bébé, ni en 50 ans de mariage, ni dans toutes les conversations que nous avons eues sur nos enfants, sur l'avenir, sur le passé. Le bébé que Claire portait en quittant la ville. Le bébé qui aurait été l'enfant d'Henri, mais pas le mien. Le bébé qui n'a jamais existé. Je l'ai découvert par hasard, comme on découvre la plupart des choses qui changent une vie à jamais. Je rangeais la chambre de Claire après son départ, rangeant ses affaires dans des cartons qui allaient rester au grenier pendant des années. J'ai retrouvé la lettre cachée dans son exemplaire des Misérables, le livre que nous avions lu ensemble l'été avant que tout ne s'écroule. La lettre provenait d'une clinique parisienne. Un reçu, en fait, pour service rendu.
Des services qui avaient mis fin à une grossesse, et d'après la lettre de suivi que j'ai trouvée dans les mêmes pages, avaient laissé Claire incapable d'avoir des enfants. Elle avait tout abandonné. L'homme qu'elle aimait, l'enfant qu'elle portait, la possibilité d'être mère un jour. Et elle l'avait fait pour moi. Pour qu'Henri n'ait d'autre choix que de m'épouser. Pour que la réputation de notre famille reste intacte. Pour que j'aie la vie que tout le monde attendait de moi. Je ne lui ai jamais dit que je le savais. Je ne l'ai jamais dit à personne. Pendant 50 ans, j'ai porté le poids de cette connaissance, le terrible cadeau de son sacrifice. Elle m'a donné la vie que je croyais désirer, et j'ai passé un demi-siècle à me demander si je devais la remercier ou la détester pour cela. Aujourd'hui, elle vient à ma fête d'anniversaire. Après 15 ans de silence, elle vient célébrer la vie qu'elle m'a donnée. Je ne sais pas si je suis prêt à revoir son visage. Margot est née 10 mois après notre mariage. Un bébé de lune de miel, disaient-ils tous en faisant un clin d'œil à Henri et en me tapotant la main. Ils ne savaient pas que notre lune de miel s'était déroulée dans une politesse prudente, qu'Henri m'avait serré comme si j'étais de verre, que j'avais fermé les yeux et fait semblant qu'il me touchait parce qu'il m'aimait, et non parce que c'était attendu. Mais lorsque Margot a été placée dans mes bras, quelque chose a changé. Pas entre Henri et moi, pas encore. Mais en moi. Quelque chose de dur, de peur et de colère commença à s'adoucir. Elle avait les yeux d'Henri, mais mon menton têtu. Ses petits doigts s'enroulaient autour des miens comme si elle s'accrochait à sa vie. Elle avait un cri à réveiller les morts et un sourire à arrêter la circulation. Elle était à nous. Ni à lui, ni à moi, mais à nous. 2 ans plus tard, Jean-Luc est arrivé. Puis Sophie. Puis Paul. Chaque bébé nous a rapprochés un peu plus, Henri et moi, non pas comme amants, mais comme partenaires. Nous avons partagé les tétés de minuit, les premiers pas et les veillées de fièvre. Nous avons peint des chambres d'enfants, construit des cabanes dans les arbres et nous sommes assis dans les auditoriums des écoles à regarder nos enfants chanter des chants de Noël faux. Nous sommes devenus une famille. Pas la famille dont j'avais rêvé à 17 ans, mais une famille quand même. Et pendant de longs moments, j'ai presque oublié que nos fondations reposaient sur le fait de se contenter de moins que de l'amour. Presque. Henri est un homme bien. Je veux que vous compreniez cela avant de vous raconter la suite de cette histoire. C'est un homme bon qui s'est retrouvé dans une situation impossible et qui a fait de son mieux avec les choix qui s'offraient à lui. Il a travaillé dur, a subvenu à nos besoins, n'a jamais manqué une pièce de théâtre à l'école ni une fête d'anniversaire. Il a réparé des jouets cassés, appris à nos fils à lancer une balle de baseball et accompagné nos filles à l'hôtel à leur mariage. Il n'a jamais élevé la voix contre moi, n'a jamais levé la main sur nos enfants, n'a jamais dépensé d'argent que nous ne pouvions pas nous permettre, n'est jamais rentré ivre à la maison et n'a jamais fait honte à notre famille. C'est un homme bon qui ne m'a jamais aimé. Et pendant 50 ans, je l'ai aimé malgré tout. Pas l'amour désespéré et dévorant que je ressentais pour lui quand nous étions jeunes. Pas l'amour qui m'a poussé à vouloir l'épouser, même si son cœur appartenait à quelqu'un d'autre. Mais un amour plus profond et plus stable. L'amour qui naît du choix quotidien de quelqu'un, même s'il ne peut pas vous choisir en retour. L'amour qui naît de la construction d'une vie ensemble, brique par brique, même lorsque les fondations sont fissurées. Au fil des ans, Henri a appris à être affectueux. Il a appris à m'apporter des fleurs pour mon anniversaire, à me tenir la main pendant les films, à m'embrasser sur le front en partant au travail. Il a appris à dire « je t'aime » à la fin des appels téléphoniques et avant de s'endormir le soir. Mais apprendre à dire quelque chose n'est pas la même chose que le ressentir. Et j'ai toujours su faire la différence. La fête est magnifique. Margot s'est surpassée, transformant le centre communautaire en un lieu aux allures de conte de fées. Fleurs blanches, lumière dorée et table ronde recouverte de lin ivoire. Notre photo de mariage, agrandie et encadrée, trône sur une table près de l'entrée, entourée de photos de notre famille au fil des ans. Je regarde cette photo de mariage et je vois 2 enfants jouer à se déguiser, se faisant passer pour des adultes qui savent ce qu'ils font. La fille en robe blanche a l'air si pleine d'espoir, si sûre que l'amour suffira. Le garçon en costume noir semble essayer de se convaincre que le devoir est synonyme de désir. Aucun d'eux n'aurait pu imaginer ce moment. Cette salle pleine de gens célébrant leurs noces d'or. Ces 4 enfants et 7 petits-enfants, qui existent parce que 2 personnes ont décidé de tirer le meilleur parti d'une situation difficile. Cette vie naît des cendres des rêves d'autrui. Henri est beau dans son costume bleu marine,
ses cheveux argentés maintenant mais toujours épais, son sourire aussi charmant qu'à nos 18 ans. Il se faufile dans la foule avec aisance, serrant les mains et acceptant les félicitations, jouant le rôle du mari dévoué célébrant 50 ans de bonheur conjugal. Je l'observe et me demande s'il pense à Claire. S'il se demande quand elle naîtra, à quoi elle ressemblera, si elle fera encore battre son cœur comme quand nous étions jeunes. Je me demande s'il pense au bébé. La musique démarre et les couples se mettent à danser. Henri s'approche de moi, me tend la main avec un sourire qui n'atteint pas tout à fait ses yeux. On y va? Nous entrons sur la piste de danse, et je le laisse me guider comme je le laisse faire depuis 50 ans. C'est encore « La vie en rose », la même chanson sur laquelle nous avons dansé à notre mariage. Les gens nous regardent en souriant, pensant probablement au romantisme que nous ayons de continuer à danser après toutes ces années. Ils ne savent pas que nous dansons autour d'un cratère, depuis 50 ans. Au milieu de la chanson, Henri se penche vers mon oreille. Je pense qu'il va dire quelque chose de doux, quelque chose pour le public. Quelque chose sur la chance que nous avons, combien il est reconnaissant de notre vie ensemble. Au lieu de cela, il murmure « J'ai quelque chose à te dire ». Sa voix est étrange, pressante. Je lève les yeux vers lui, l'espace d'un instant, je revois le garçon qu'il était à 18 ans. Effrayé, désespéré, acculé. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne t'ai jamais aimé, dit-il. Pas une seule fois, en 50 ans. Je ne t'ai jamais aimé. La musique continue. Les autres couples continuent de danser. Le monde continue de tourner. Mais je cesse de respirer. Le temps passe différemment quand quelqu'un balance une bombe dans votre vie. Les secondes s'étirent comme du caramel, chaque instant pesant plus lourd qu'il ne devrait. J'entends la musique, je sens les mains d'Henri sur ma taille, je vois nos enfants nous regarder depuis la ligne de touche avec un sourire fier. Mais je ne pense qu'à ce goût de cuivre dans ma bouche, à la soudaine compréhension que 50 ans de faux-semblants viennent de prendre fin. Je sais, je murmure en retour. Et je le sais. Je l'ai toujours su. Mais l'entendre dire à voix haute, après toutes ces années, c'est comme être frappé par la foudre. Non pas parce que c'est surprenant, mais parce que c'est enfin terriblement réel. Nous terminons la danse. Nous sourions aux caméras. Nous coupons le gâteau, engageons une conversation polie et acceptons les félicitations de ceux qui croient célébrer le véritable amour. Mais quelque chose a changé. Quelque chose s'est ouvert, impossible à refermer. Plus tard, bien plus tard, lorsque les invités sont rentrés chez eux, que les fleurs ont été enlevées et que le reste du gâteau a été emballé dans du papier aluminium, je me tiens sur le podium encore dressé dans la salle vide. Margot plie des chaises, Henri discute de la facture finale avec le traiteur, et je suis seul avec le micro et le poids de tout ce que je n'ai pas dit. Excusez-moi, dis-je, et ma voix résonne dans l'espace vide. J'ai quelque chose à dire. Ils s'arrêtent tous. Margot, Henri, la poignée de membres de la famille restés pour aider à nettoyer. Même le traiteur s'arrête de compter. Je tiens à vous remercier tous d'être là ce soir. De nous avoir aidés à célébrer 50 ans de mariage. 50 ans de partenariat. Je regarde Henri, et il me regarde avec la même expression qu'il avait le jour de notre mariage. Nerveux. Coupable. Effrayé. Je tiens à remercier mon mari de m'avoir donné 4 beaux enfants, d'avoir travaillé dur pour subvenir aux besoins de notre famille, d'avoir été un bon père et grand-père. Je tiens à le remercier de m'avoir traité avec respect, même lorsqu'il n'a pas pu me donner son cœur. Le silence est assourdissant. Je vois la confusion sur le visage de nos enfants, la façon dont ils regardent leurs parents tour à tour, essayant de comprendre ce qui se passe. Tu vois, Henri m'a épousé parce qu'il le devait, pas parce qu'il le voulait. Et je l'ai épousé en sachant que son cœur appartenait à quelqu'un d'autre. On a quand même construit une vie ensemble. On a élevé nos enfants ensemble. On a vieilli ensemble. Et ce n'est peut-être pas l'histoire d'amour qu'on voit au cinéma, mais c'est notre histoire. C'est l'histoire de 2 personnes qui ont décidé de tirer le meilleur parti d'une situation difficile. Je marque une pause, regardant autour de moi les visages de ceux que j'aime. Des gens qui méritaient de connaître la vérité, même s'ils n'étaient pas prêts à l'entendre. Et maintenant, après 50 ans, je veux te dire merci. Non pas de m'avoir aimé, Henri, car je sais que tu ne l'as jamais fait. Mais d'être resté.
d'avoir essayé, de m'avoir donné la vie que je pensais vouloir, même si cela t'a coûté celle que tu désirais vraiment. Je m'éloigne du micro, et le silence qui suit est si complet que j'entends le bourdonnement des néons au-dessus de ma tête. Claire apparaît sur le seuil, tel un fantôme incarné. Elle est plus mince que dans mes souvenirs, ses cheveux sont argentés au lieu du brun foncé que je vois encore dans mes rêves. Elle porte une simple robe noire et tient une rose blanche. On dirait qu'elle a traversé l'enfer. Nos regards se croisent à travers le couloir vide, et 50 ans de silence s'étendent entre nous comme un pont qu'aucun de nous ne sait franchir. « Bonjour, Marie, dit-elle, et sa voix est exactement la même. Douce, musicale, avec juste un soupçon de l'accent que nous avons tant essayé de perdre quand nous étions jeunes. Bonjour, Claire. Henri se retourne, et je regarde son visage quand il la voit. La façon dont ses yeux s'écarquillent, la façon dont sa main se porte à sa poitrine comme s'il essayait de retenir son cœur. La façon dont il la regarde comme si elle était un miracle, comme si elle était ce qu'il a attendu toute sa vie. La façon dont il ne m'a jamais regardé. Claire, souffle-t-il, et tout est dans ce mot. Amour, perte et 50 ans à se demander « et si ?» Elle s'avance lentement vers nous, et je vois maintenant qu'elle est malade. Pas seulement fatiguée, mais malade. Le genre de maladie qui a du poids, qui change la façon dont on évolue dans le monde. Je suis désolée pour le retard, dit-elle. Je voulais être là pour ton anniversaire. Je voulais vous voir tous les deux. Elle s'arrête devant nous, et pendant un instant, nous ne sommes plus que 3 personnes âgées debout dans une salle vide, entourées des fantômes de nos jeunes années. J'ai entendu ton discours, me dit-elle. J'étais dehors. Que as-tu entendu? Assez. Elle regarde Henri, puis de nouveau moi. Je suis contente que tu l'aies enfin dit. Margot apparaît à mon coude, le visage confus et inquiet. Maman, que se passe-t-il? Qui est-ce? Je regarde ma fille, cette belle femme qui a grandi en pensant que ses parents avaient un mariage parfait, et je réalise que la vérité va tout changer. Pour nous tous. Voici ta tante Claire, dis-je. Ma sœur. Plus tard, bien plus tard, je suis assise dans ma cuisine avec Margot. La maison est silencieuse, Henri est couché et Claire est à l'hôtel en centre-ville. Nous avons convenu de nous retrouver demain pour entamer la conversation qui aurait dû avoir lieu il y a 50 ans. Margot pleure. Non pas les sanglots dramatiques d'une adolescente, mais les larmes silencieuses et confuses d'une adulte qui vient d'apprendre que tout ce qu'elle croyait savoir sur ses parents était un mensonge. Je ne comprends pas, dit-elle. Papa et toi, vous aviez toujours l'air si heureux. Nous étions heureux, lui dis-je. Pas comme tu le penses, mais nous étions heureux. Nous vous avons eu des enfants, nous avions nos routines, nous avions nos petits moments de joie. Le bonheur ne ressemble pas toujours à ce qu'on voit dans les films. Mais tu as dit qu'il ne t'avait jamais aimé. Il ne l'a pas fait. Mais il est resté. Il était fidèle. Il était gentil. Il était présent. Parfois, c'est suffisant. Elle me regarde comme si je parlais une langue étrangère. Comment est-ce suffisant? Comment peut-on passer 50 ans avec quelqu'un qui ne nous aime pas? Je tends la main par-dessus la table et la prends. Elle est chaude et douce, sans le genre de compromis qui laisse des cicatrices. Parce que l'amour prend de nombreuses formes, ma chérie. Il y a l'amour qui vous enflamme, l'amour qui vous fait faire des folies, l'amour qui vous donne l'impression de voler. Et puis il y a l'amour qui vous maintient les pieds sur terre, l'amour qui se manifeste chaque jour, l'amour qui vous choisit même quand la passion est partie. Lequel aviez-vous? Les deux. J'aimais votre père avec ardeur quand nous étions jeunes. Et quand il ne pouvait pas m'aimer en retour, j'ai appris à l'aimer avec constance. Je l'aimais avec engagement. Je l'aimais avec choix. Elle reste silencieuse un long moment, le temps de digérer ses mots. Et tante Claire? Que lui est-il arrivé? Je prends une grande inspiration. C'est la partie de l'histoire que je n'ai jamais racontée à personne, celle qui change tout. Elle était enceinte de l'enfant de ton père. Nos parents l'ont forcée à s'en occuper. Et l'opération l'a rendue incapable d'avoir des enfants. Elle a quitté la ville plutôt que d'épouser un homme qui ne l'aimait pas et de briser une famille au passage. Le visage de Margot pâlit. Elle a tout abandonné. Pour que je puisse avoir la vie que je pensais vouloir. Papa est au courant? Je ne pense pas.
ni pour le bébé, ni pour ce que l'opération lui a coûté. Tu vas lui dire? Je regarde par la fenêtre le jardin, le lilas où Henri m'a demandé en mariage il y a des années. L'arbre est plus vieux maintenant, ses branches sont épaisses et noueuses, mais il fleurit encore chaque printemps. Il produit toujours quelque chose de beau, même avec des racines qui s'enfoncent profondément dans un sol complexe. Je ne sais pas, dis-je. Il est peut-être temps que nous disions tous la vérité. Le lendemain matin, Claire arrive à la maison. Elle paraît plus petite à la lumière du jour, plus frêle, mais ses yeux sont du même bleu vif que ceux de mon enfance. Elle porte une petite valise et porte la même robe noire que la veille. Je n'ai nulle part où aller, dit-elle quand j'ouvre la porte. L'hôtel était cher. Et je me suis dit que peut-être. Entrez, dis-je en m'écartant. C'est aussi chez vous. Elle entre dans le salon comme si elle visitait un musée, touchant des objets familiers d'un doigt délicat. La photo de nos parents sur la cheminée. La courte pointe confectionnée par notre grand-mère drapée sur le dossier du canapé. Le piano dont aucun de nous n'a jamais appris à jouer correctement. Il a l'air exactement pareil, dit-elle. Je n'ai jamais été douée pour le changement. Henri apparaît dans l'embrasure de la porte, et la tension dans la pièce devient aussitôt si intense qu'on pourrait la couper au couteau. Il porte ses vêtements de week-end, un jean délavé et un pull que je lui ai tricoté pour Noël il y a 5 ans. Il a l'air d'un homme ordinaire, pas du tout au centre d'un triangle amoureux quinquagénaire. Claire, dit-il, et son prénom résonne différemment quand il le prononce. Comme une prière, comme un chant, comme quelque chose de sacré. Henri. Il se regarde de l'autre côté de la pièce, et je vois les années défiler. Je revois les adolescents qu'ils étaient, les jeunes gens qui tombaient amoureux avant que la vie ne se complique. Je vois le désir qu'ils n'ont jamais appris à abandonner. Je meurs, dit soudain Claire, et ces mots frappent la pièce comme un coup de poing. Henri fait un pas en avant, puis s'arrête, me regardant comme s'il demandait la permission. Quel genre de mort? Je demande, parce que j'ai besoin de savoir. Parce que j'ai besoin de comprendre à quoi nous sommes confrontés. Cancer. Ovaire, puis foie, maintenant partout. 6 mois, peut-être moins. Elle le dit d'un ton neutre, comme si elle parlait de la météo. Mais je vois la peur sous-jacente, la façon dont ses mains tremblent légèrement lorsqu'elle ne fait pas attention. Je suis venu ici parce que je voulais vous voir tous les deux avant. Je voulais m'excuser. Je voulais m'expliquer. Tu n'as pas besoin de t'excuser, dit Henri rapidement. Tu n'as rien fait de mal. J'ai tout fait de travers. Elle me regarde, les larmes aux yeux. Je suis tombée amoureuse du petit ami de ma sœur. Je suis tombée enceinte. J'ai fui au lieu d'en assumer les conséquences. Je vous ai laissé construire une vie sur un mensonge. On a choisi de construire une vie, dis-je prudemment. Tous les deux. On a fait ce choix. Et toi? Où est-ce que je l'ai fait pour toi en partant? La question flotte dans l'air comme de la fumée. Je ne sais pas quoi répondre, car je ne la connais pas moi-même. Henri m'aurait-il choisi si Claire était restée? L'aurais-je choisi si j'avais su la vérité sur le bébé? L'un de nous aurait-il choisi la vie qu'on a eue? Ça n'a plus d'importance maintenant, dis-je finalement. Ce qui compte, c'est ce qu'on fera ensuite. Ce soir-là, nous sommes assis tous les trois dans le jardin. Claire est emmitouflée dans une couverture, l'air fragile mais déterminé. Henri est nerveux, tripotant sa tasse de café. Je suis étonnamment calme, comme si je m'étais préparée à ce moment toute ma vie. Il faut que je te dise quelque chose, dit Claire à Henri. Pourquoi je suis partie? Tu n'es pas obligé. Si. Je dois. Elle prend une inspiration tremblante. J'étais enceinte. De ton bébé. Henri se fige. Je vois le moment où les mots pénètrent, la façon dont son visage passe de la confusion à la compréhension, puis à une expression qui ressemble à du chagrin. Qu'est-il arrivé au bébé? Je ne pouvais pas l'avoir. Mes parents ont arrangé mon envoi à Paris, dans une clinique. Ils ont dit que c'était le seul moyen de sauver la réputation de la famille. Le seul moyen de m'assurer que tu puisses encore épouser Marie. Je t'aurais épousé, dit Henri doucement. Si tu me l'avais dit. Je t'aurais épousé. Je sais. Mais ça aurait laissé Marie sans rien. Sans mari, sans famille. Je ne pouvais pas lui faire ça. Alors tu t'es sacrifié.
Claire hoche la tête, et je vois les larmes couler sur ses joues. L'intervention, ça a mal tourné. Ils ont fait une erreur, et j'ai fini avec une infection. Je ne peux pas avoir d'enfant. Je n'ai jamais pu en avoir. La tasse d'Henri lui glisse des mains et se brise sur les dalles. Il ne semble pas s'en apercevoir. Claire, murmure-t-il. Je suis tellement désolée. Non, dit-elle fermement. Je ne suis pas désolée. Parce que regarde ce qui est arrivé grâce à mon choix. Regarde tes enfants, tes petits-enfants. Regarde la vie que tu as construite. Elle est magnifique, Henri. Elle est tout ce que j'espérais. Mais tu as tout abandonné. J'ai abandonné une chose pour en obtenir une autre. J'ai renoncé à être mère pour que Marie puisse en être une. J'ai renoncé à être épouse pour qu'elle puisse fonder une famille. J'ai renoncé à t'aimer ouvertement pour que tu puisses aimer tes enfants pleinement. Elle me regarde alors, et je vois l'amour dans ses yeux. Pas un amour romantique, mais l'amour féroce et protecteur d'une sœur qui ferait tout pour assurer la sécurité de sa famille. J'observais de loin, dit-elle. Je suivais vos anniversaires, ceux de vos enfants, vos événements marquants. J'étais au mariage de Jean-Luc, debout au fond de l'église. J'étais à la remise des diplômes de Sophie, assise au dernier rang. Je n'étais jamais bien loin. Tu étais au mariage de Jean-Luc. J'y ai assisté à tous. J'ai vu ta vie se dérouler, et j'ai été si fière. Si fière de la famille que tu as construite, de l'amour que tu as créé. Même si ce n'était pas l'amour que tu pensais vouloir. Henri se lève brusquement et marche jusqu'au bord du jardin. J'ai besoin de comprendre quelque chose, dit-il sans se retourner. Toutes ces années, j'ai culpabilisé. Culpabilité de ne pas avoir aimé Marie comme elle le méritait. Culpabilité de penser à toi, de me demander à quoi aurait ressemblé notre vie. Culpabilité de m'être contenté de moins que ce que je pensais que l'amour devrait être. Il se tourne vers nous, le visage baigné de larmes. Mais peut-être que j'avais tort. Peut-être que j'avais tort surtout. Je crois, dit lentement Henri, que j'ai confondu l'amour et le désir. J'étais tellement concentré sur l'amour que je croyais avoir perdu que je n'ai pas reconnu l'amour que j'avais réellement. Il se rassoit et me prend la main. Ses doigts sont chauds, familiers, marqués des mêmes taches de vieillesse que les miennes. Marie, je veux que tu saches quelque chose. Je ne t'ai peut-être pas aimé comme j'ai aimé Claire quand nous étions jeunes. Mais je t'ai aimé. Chaque jour, pendant 50 ans, je t'ai aimé. Ni avec passion, ni avec ardeur, mais avec quelque chose de plus profond. Quelque chose qui dure. Je le regarde, cet homme qui a partagé mon lit, ma table et mes enfants pendant un demi-siècle, et je réalise que j'avais peut-être tort aussi. Peut-être étais-je tellement concentré sur l'amour qu'il ne pouvait pas me donner que je n'ai pas vu celui qu'il pouvait me donner. Je t'ai aimé avec engagement, poursuit-il. Je t'ai aimé avec fidélité. Je t'ai aimé avec présence. Je t'ai aimé avec choix. Chaque matin, je t'ai choisi. Chaque soir, je t'ai choisi. Pendant 50 ans, je t'ai choisi. Même quand tu pensais à moi, dit Claire doucement. Même alors. Parce que choisir, ce n'est pas une question de sentiment. C'est une question d'action. C'est une question de présence. C'est une question de fidélité. Je lui serre la main, et pour la première fois en 50 ans, j'ai l'impression que nous nous voyons vraiment. Non pas les personnes que nous pensions devoir être, ni celles que nous aurions aimé être, mais celles que nous sommes vraiment. Je pense, dis-je prudemment, que nous avons tous porté un sentiment de culpabilité inutile. Peut-être avons-nous tous pleuré des pertes qui étaient en fait des gains. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que la vie que nous avons eue n'était peut-être pas médiocre. Peut-être qu'elle était exactement ce dont nous avions besoin. Peut-être qu'aimer quelqu'un qui ne peut pas nous aimer de la même manière n'est pas une tragédie. Peut-être que c'est juste une histoire d'amour différente. Je regarde Claire, ma sœur qui a tout abandonné pour que je puisse avoir ce que je pensais vouloir. Et peut-être que sacrifier son propre bonheur pour celui de quelqu'un d'autre n'est pas noble. Peut-être que c'est juste de l'amour. Le genre d'amour qui change tout, même quand il semble ne rien changer. Au cours des semaines qui suivent, quelque chose change chez nous. Claire emménage dans la chambre d'Amille. Lentement et prudemment, nous commençons à reconstruire les liens brisés 50 ans auparavant. Sa santé s'aggrave, mais elle se renforce aussi dans des domaines qui comptent plus que sa santé physique.
Henri l'aide avec ses médicaments, la conduit à ses rendez-vous médicaux et reste à ses côtés dans les mauvais jours. Je lui cuisine ses plats préférés, lui fais la lecture quand elle est trop fatiguée pour tenir un livre, lui tient la main quand la douleur est trop intense pour être supportée seule. Nous avons tous les trois des conversations que nous aurions dû avoir il y a des décennies. Nous parlons de nos parents, de la pression qu'ils nous ont exercée pour sauver les apparences. Nous parlons du bébé, du choix de Claire, de la vie qu'elle aurait pu être. Nous parlons d'amour, de sacrifice, de la différence entre se contenter de quelque chose et choisir. Nous parlons de pardon, et nous réalisons que la personne que nous avions peut-être le plus besoin de pardonner, c'était nous-mêmes. Nos enfants ont d'abord du mal à accepter la vérité. Ils sont en colère contre les mensonges, déconcertés par la complexité, frustrés par la révélation que le mariage de leurs parents n'était pas le conte de fées qu'ils pensaient. Mais petit à petit, ils commencent à comprendre que les contes de fées ne sont peut-être pas les seules histoires dignes d'être racontées. Peut-être que l'histoire de deux personnes qui ont choisi de construire une vie ensemble, même lorsque les fondations étaient fissurées, est tout aussi précieuse que celle de deux personnes qui ont eu le coup de foudre et ont vécu heureux pour toujours. Peut-être que l'histoire d'une sœur qui a tout sacrifié pour sa famille est tout aussi belle que celle d'une sœur qui a obtenu tout ce qu'elle voulait. Peut-être que l'histoire d'un amour qui naît de l'engagement plutôt que de la passion est tout aussi réelle que celle d'un amour qui brûle depuis le début. 6 mois après la fête d'anniversaire, Claire s'éteint doucement dans son sommeil. Henri et moi sommes assis à côté d'elle, lui tenant la main, lorsqu'elle s'éteint. Ses derniers mots sont « Merci de m'avoir permis de rentrer à la maison ». Les funérailles sont petites, intimes. Seule notre famille proche et quelques voisins qui se souvenaient d'elle avant son départ. Henri prend la parole lors de la cérémonie, la voix ferme mais chargée d'émotion. Claire nous a appris que l'amour ne se résume pas toujours à obtenir ce que l'on veut, dit-il. Parfois, il s'agit de s'assurer que quelqu'un d'autre obtienne ce dont il a besoin. Elle nous aimait assez pour nous laisser partir. Elle nous aimait assez pour rester loin. Et elle nous aimait assez pour revenir à la maison au moment des adieux. Après l'enterrement, Henri et moi prenons la route vers la côte. C'est quelque chose que nous n'avons jamais fait ensemble, juste tous les deux, mais ça nous semble juste. Nous nous garons face à la Méditerranée et je baisse les vitres pour entendre le bruit des vagues. Je repense sans cesse à ce qu'elle a dit, me confie Henri. À propos de notre vie qu'elle observait de loin. Toutes ces années, elle était là, et on ne le savait pas. Elle nous protégeait. De la culpabilité, des complications. Elle nous laissait vivre notre vie sans le poids de son sacrifice. Tu crois qu'elle était heureuse? Je réfléchis. Durant les mois qu'elle a passés avec nous, j'ai entrevu ce qu'était devenu Claire. Elle avait voyagé, mené une carrière d'enseignante, eu des amis qui l'aimaient. Elle avait lu avec avidité, appris à peindre, fait du bénévolat dans des refuges pour animaux. Elle s'était construit une vie plus tranquille que celle qu'elle aurait pu avoir avec Henri, mais pas vide. Je pense qu'elle était heureuse, dis-je finalement. Je pense qu'elle a fait la paix avec ses choix. Et finalement, c'est peut-être tout ce que nous pouvons espérer. Henri me prend la main, et nous restons assis dans un silence confortable, regardant les vagues déferler. Après 50 ans de mariage, nous avons enfin appris à être ensemble. Marie, dit-il au bout d'un moment. Je veux que tu saches quelque chose. Quoi? Je suis reconnaissant. Pour tout. Pour la vie que nous avons construite, pour les enfants que nous avons élevés, pour l'amour que nous avons appris à nous donner. Je suis reconnaissant que tu m'aies épousée, même si je savais que je ne pourrais pas t'aimer comme tu le méritais. Je suis reconnaissant que tu sois resté, même quand c'était difficile. Je suis reconnaissant aussi, lui dis-je. Pour l'homme que tu es devenu, pour le père que tu étais, pour la façon dont tu as pris soin de Claire à la fin. Je suis reconnaissant du choix que tu as fait de rester, d'essayer, de construire quelque chose de beau à partir de quelque chose de brisé. Nous rentrons à la maison alors que le soleil se couche, et je réalise que c'est à cela que ressemblent 50 ans de mariage. Non pas l'amour passionné des films et des romans d'amour, mais quelque chose de plus calme, de plus stable, de plus durable. L'amour qui se manifeste chaque jour, qui surmonte les déceptions, les pertes et les compromis, qui choisit de rester même quand il est difficile de rester. L'amour qui construit une vie, brique par brique, même lorsque les fondations sont fissurées. 1 an plus tard,
Je me trouve dans le même jardin où Henri m'a demandé en mariage, où nous avons dansé à notre fête d'anniversaire, où nous nous sommes assis avec Claire pendant ces derniers mois. Le lilas refleurit, ses fleurs violettes embaumant l'air de leur doux parfum. Margot est là, avec son mari, ses enfants. Elle est enceinte de son 3e enfant, et elle rayonne du bonheur que procure l'amour profond de quelqu'un qui l'a choisi librement, sans réserve, sans compromis. « Maman, dit-elle, je voulais te demander quelque chose. »« Qu'est-ce que c'est, ma chérie ? » ?»« Si c'était à refaire, épouserais-tu encore papa ? » C'est une question que je me suis posée 1000 fois au cours de l'année écoulée. Dirais-je encore oui à Henri, sachant ce que je sais maintenant ? Choisirais-je encore une vie fondée sur le respect plutôt que sur la passion, sur l'engagement plutôt que sur le désir ? Oui, dis-je sans hésiter. Je le choisirais à nouveau. Je choisirais la vie que nous avons construite ensemble, la famille que nous avons fondée, l'amour que nous avons appris à nous donner. Ce n'était peut-être pas l'histoire d'amour dont je rêvais quand j'étais jeune, mais c'était notre histoire d'amour. Et elle était belle. Même s'il ne t'aimait pas comme tu le voulais ? Surtout pour ça. Parce que ça m'a appris que l'amour n'est pas qu'une question de sentiment. C'est une question d'action. C'est une question de choix. C'est une question de présence, jour après jour, année après année, même quand le sentiment est absent. Je marque une pause, touchant l'écorce du lilas. Ton père m'aimait de son plus grand amour. Il ne m'aimait peut-être pas avec ardeur, mais il m'aimait avec fidélité. Il ne m'aimait peut-être pas avec passion, mais il m'aimait avec présence. Et finalement, c'était suffisant. C'était plus que suffisant. Margot reste silencieuse un instant, digérant la nouvelle. Et tante Claire ? Tu crois qu'elle a regretté son choix ? Je pense qu'elle regrettait les circonstances qui l'ont forcée à faire ce choix. Mais le choix en lui-même ? Non. Je pense qu'elle a vu notre famille, nos enfants, notre vie ensemble, et elle a su que son sacrifice avait du sens. Elle savait que quelque chose de beau avait germé de quelque chose de brisé. Que lui dirais-tu, si tu pouvais la revoir ? Je ferme les yeux et laisse le parfum des lilas m'envahir. Je pense à Claire, au bébé qu'elle n'a jamais eu, à la vie qu'elle a abandonnée pour que je puisse avoir la mienne. Je pense au pardon, au sacrifice et aux différentes façons dont nous nous aimons. Je lui dirai merci. Pour le cadeau qu'elle m'a fait, pour la vie qu'elle a rendue possible. Je lui dirai que je comprends maintenant ce qu'elle a fait et pourquoi elle l'a fait. Je lui dirai que je l'aime, que je l'ai toujours aimée, que même quand j'étais en colère contre elle, je savais qu'elle essayait de me protéger. Et je lui disais qu'elle avait tort sur un point. Elle pensait avoir tout abandonné, mais ce n'était pas le cas. Elle a renoncé à un amour pour en rendre un autre possible. Elle a renoncé à être mère pour que je puisse l'être. Elle a renoncé à être épouse pour que je puisse fonder une famille. Mais elle n'a pas renoncé à l'amour lui-même. Elle a simplement aimé différemment. Elle nous a aimés de loin, avec sacrifice, avec lâcher-prise. Et cet amour a façonné notre famille autant que l'amour qu'Henri et moi partagions. Elle a donc fait partie de notre histoire tout au long de ce chemin. Elle était la partie la plus importante. Elle était celle qui rendait tout possible. Aujourd'hui, à 73 ans, je comprends des choses que je ne comprenais pas à 22 ans. Je comprends que l'amour n'est pas une émotion isolée, mais une constellation de choix. Je comprends que le mariage n'est pas une destination, mais un voyage, pas un conte de fées, mais une pratique quotidienne de choix mutuels. Je comprends que la vie qu'on a n'est pas toujours celle qu'on avait imaginée, mais qu'elle peut néanmoins valoir la peine d'être vécue. Je comprends que le sacrifice n'est pas toujours noble, mais qu'il peut être nécessaire. Je comprends que pardonner ne consiste pas à oublier, mais à choisir d'aller de l'avant malgré tout. Je comprends que l'histoire de mon mariage n'est pas une tragédie, même si elle a commencé par un chagrin d'amour. Ce n'est pas un conte de fées, même si elle a duré 50 ans. C'est quelque chose de plus complexe et de plus réel que tout cela. C'est l'histoire de 2 personnes qui se sont retrouvées dans une situation impossible et ont décidé d'en tirer le meilleur parti. C'est l'histoire d'une sœur qui aimait sa famille au point de disparaître de leur vie. C'est l'histoire d'un amour né non pas de la passion, mais d'un engagement, non du désir, mais d'un choix. C'est l'histoire d'une vie bâtie sur des fondations fragiles, qui s'est avérée plus solide que quiconque ne l'aurait imaginé. Henri et moi sommes mariés depuis 51 ans. Nous dormons toujours dans le même lit, prenons toujours le petit déjeuner ensemble chaque matin,
cultivons toujours le jardin côte à côte. Nous nous disons toujours « je t'aime » avant de nous coucher, et nous savons tous les deux ce que ces mots signifient maintenant. Ils n'ont plus le même sens qu'à 18 ans. Ils ne signifient plus le feu, la passion et le besoin désespéré que je croyais que l'amour devait être. Ils signifient quelque chose de plus profond, quelque chose qui a survécu aux déceptions, aux pertes, aux compromis et au temps. Ils signifient « je te choisis ». Je choisis cette vie que nous avons construite ensemble. Je choisis de rester, d'essayer, de faire quelque chose de beau à partir de quelque chose de brisé. Il signifie « tu es la personne avec qui j'ai partagé ma vie, le père de mes enfants, le gardien de mes secrets, le témoin de mes journées. » Il signifie « l'amour ne consiste pas toujours à obtenir ce que l'on veut. Parfois, il s'agit d'être reconnaissant de ce qu'on a. » Je me retrouve devant le miroir, mais cette fois, je porte une simple robe bleue, du même bleu que le cardigan que je portais le soir où Henri m'a demandé en mariage. Je me prépare pour la baby shower de Margot, pour une nouvelle célébration d'une nouvelle vie, d'un nouvel amour, d'un nouveau départ. Mon reflet me regarde avec des yeux qui ont vu 50 ans de mariage, qui ont assisté à la naissance de 4 enfants et à la mort d'une sœur adorée, qui ont appris la différence entre l'amour qu'on désire et celui dont on a besoin. Je pense à la femme que j'étais à 22 ans, si sûre que l'amour devait avoir une certaine apparence, si convaincue que seule la passion comptait. Je pense à sa naïveté, à son manque de préparation face à la complexité de la vraie vie, du véritable amour, du véritable engagement. Je pense à combien elle avait tort, et à combien elle avait raison, et comment les deux peuvent être vrais en même temps. Le flacon de parfum accroche la lumière, et je vaporise une dernière fois l'air du temps sur mes poignets. Un parfum de fleurs blanches et de rêves brisés. Mais aussi le parfum de l'acceptation, de la paix, d'une vie pleinement vécue. Voici mon histoire. Pas celle que je pensais vouloir raconter, mais celle que j'ai vraiment vécue. L'histoire d'un mariage né d'un mensonge est devenue réalité. L'histoire d'une sœur qui aimait si profondément qu'elle a disparu. L'histoire d'un amour né d'un choix plutôt que du hasard. Ce n'est pas l'histoire qu'on voit au cinéma. Ce n'est pas celle qu'on raconte aux réceptions de mariage ou aux fêtes d'anniversaire. C'est plus compliqué, plus vrai. Mais c'est la mienne. C'est la nôtre. Et après 50 ans, je peux enfin dire ceci, c'était suffisant. C'était plus que suffisant. C'était tout. On dit que certaines vérités sont trop lourdes à porter seules. J'ai porté la mienne pendant 50 ans, et puis j'ai appris que partager ce poids l'allège, et non l'alourdit. Que dire la vérité ne libère pas toujours, mais qu'elle vous abatte. Voici mon histoire. L'histoire d'une femme qui a appris que l'amour se présente sous de multiples formes, que le mariage n'est pas toujours une question de passion, et que parfois le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à quelqu'un est la liberté de se choisir, même si le choix est difficile. C'est l'histoire de 50 ans de mariage, de la sœur qui a rendu cela possible, et de l'amour qui a germé d'un terrain accidenté et s'est épanoui malgré tout. C'est l'histoire d'une vie pleinement vécue, même si ce n'était pas celle que j'avais imaginée. C'est l'histoire d'une vie qui suffit.